bonjour à tout le monde. Je vous présente, je m'appelle Albouri Ndiaye, je suis directeur de la plateforme des entreprises associations services à domicile de Hauts-de-Seine. La plateforme s'appelle CAP 92. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de notre conférence atelier du Salon Autonomie sur la filière métier, comment repenser la filière, eu égard à la digitalisation, eu égard aussi au recrutement, mais eu égard à la nécessité de professionnaliser davantage les équipes, l'encadrement intermédiaire et les dirigeants pour faire plus de qualité et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos illustres experts qui sont à la fois des acteurs du secteur du service à domicile, des dirigeants d'entreprise, des développeurs de solutions numériques adaptées à notre secteur. Donc vous avez là un brassage de l'ensemble de nos métiers et de nos fonctions. Je m'en vais présenter d'abord, je tiens à préciser, on avait prévu M. Dominique Dupuis, fondateur d'Oxpro, mais aujourd'hui il n'a pas pu être là parce qu'il a une contrainte de dernière minute. Du coup, il est remplacé par Madame Sandy Holt, par qui je vais commencer, qui est chargée des relations publiques et des institutions de chez Eximi. En même temps, elle est fondatrice d'une SAT qui est basée dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Et également, elle est présidente de la plateforme du 06. Ensuite, Madame Ouda Karaoli, qui est directrice de l'agence Acidom à Paris, adhérente de CAP 92. Ensuite, Madame Vernicia Wangui, qui est dirigeante de la structure Azaï à Clichy, également adhérente de la plateforme CAP 92. Et M. Momar Mbaye, qu'on ne présente plus, qui est développeur de logiciels adaptés au numérique, qui s'appelle Progisap, du groupe CNF. Donc voilà, dans un premier temps, je vais laisser chacun de nos intervenants se présenter brièvement. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet à travers la conférence. Bonjour à tous. Donc, comme Albouri m'a présenté, j'ai créé un SAD en 2015, petite structure de service à la personne, très familiale, très proche des bénéficiaires. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres dirigeants. Nous avons fondé une association de dirigeants pour partager justement nos problématiques. Nous avons vocation à devenir la plateforme de référence sur le département 06 en lien avec le conseil départemental pour partager nos problématiques et trouver ensemble des solutions. Et depuis peu, j'ai intégré l'entreprise Xelia pour promouvoir les outils numériques tels que Ximi, qui s'adresse donc au service à la personne et qui propose différentes façon de retravailler et de revisualiser notre métier de dirigeant, le métier de responsable de secteur et également une application mobile pour les salariés qui est en pleine évolution. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir aussi de voir des jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc moi je suis Ouda Karaoli, directrice déléguée d'Acidom. Juste pour vous donner une petite idée sur l'entreprise Acidom, donc c'est une entreprise d'accompagnement à domicile de personnes dépendantes, donc aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap. Cette entreprise a été créée en 1993, donc ça fait un certain nombre d'années que l'entreprise existe. Ça a toujours été une entreprise familiale. Et elle a été rachetée par le groupe UCARE en 2018. Donc moi j'ai repris la direction de l'entreprise en début d'année. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise aujourd'hui, qui a un certain nombre d'années déjà d'existence, fait face un petit peu aux mêmes enjeux du secteur, donc professionnalisation, modernisation, valorisation du métier, etc. Donc c'est très intéressant pour moi parce que j'essaye du coup de combiner en fait toutes les idées que je collecte via les différentes occasions, de rencontrer les professionnels du secteur et ce qu'il y a d'intéressant à mettre en place donc, chez Acidom. Et d'un point de vue plus personnel, donc sur mon parcours personnel, j'ai fait aussi une reconversion, on va dire personnelle, en début d'année en changeant complètement de secteur d'activité.
parce que j'ai une formation initiale et des expériences initiales en finance, donc un domaine qui n'a rien à voir avec les services à la personne. Mais j'ai fait le choix de reconversion parce que je pense que c'est un secteur d'avenir, c'est un métier d'avenir et c'est des enjeux en fait, de société qui sont aujourd'hui très importantes et on a tous intérêt à consolider, à mettre tous nos efforts en commun pour faire évoluer ce secteur. Bonjour, je m'appelle Madame Wangui Vernicia, je suis directrice d'agence d'Azaé qui est située à Clichy. On intervient sur toute la zone du 92, dans les Hauts-de-Seine. Donc c'est un service à la personne pour les personnes en situation de handicap, personnes indépendantes, personnes dépendantes. On intervient aussi surtout pour l'enfance aussi. Donc les bébés qui naissent et qui ont une pathologie, donc on les accompagne. On accompagne aussi surtout les familles à l'intérieur. On fait aussi une petite formation avec les salariés. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc Omar Mbaye, fondateur et directeur général du groupe CNF. Donc ce qu'on fait chez CNF, c'est qu'on développe des solutions informatiques, des solutions mobiles, des solutions innovantes pour différents secteurs d'activité. Donc on a commencé historiquement avec le secteur du service à la personne, c'est ce qui nous amène ici. On fait également pour les résidences services seniors, les EHPAD. On fait également des solutions de gestion pour des secteurs un peu frères qui sont tout ce qui est entreprises de sécurité gardiennage, propreté multiservice et également les hôtels. Voilà, donc toujours avec une approche de mettre un maximum d'innovation technologique. Aujourd'hui, tous les secteurs doivent être poussés technologiquement, même si les secteurs comme l'aide à domicile ou les secteurs comme le marché de la propreté ne sont pas forcément des secteurs les plus attractifs auprès de l'extérieur et vu de l'extérieur. On essaie quand même de ramener un maximum d'innovation dans ces secteurs d'activité parce qu'il y a les mêmes besoins, parce qu'il y a encore plus de besoins. On voit de plus en plus de technologies, on parle aujourd'hui d'objets connectés, on parle de données, on parle d'intelligence artificielle et il n'y a aucune raison pour que ce secteur-là aussi bénéficie de toutes ces avancées technologiques. Voilà. Donc voilà, merci à nos 4 intervenants d'avoir pu brosser un peu leur parcours et leur activité. Donc ma première question s'adresse à Madame Vernicia Wangui, qui est de l'agence Azaé. Puisque la filière des services à domicile aujourd'hui constitue 5% du PIB, donc au même titre que la filière du BTP, et par rapport aux perspectives démographiques, il y aura de plus en plus de personnes âgées et qui vont arriver dans une grande dépendance dans les années qui viennent et qui vont souhaiter rester à domicile. Donc vous, d'où l'exigence de la professionnalisation. Donc vous, en tant que directrice de SAD, comment est-ce que vous percevez cette professionnalisation, la formation des salariés ? Merci pour la question. Effectivement, nous rentrons dans un monde où la personne en lui-même a besoin en fait, d'aide. Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas, hein, mais voilà, le projet médical a beaucoup avancé. Nous avons besoin aussi des professionnels, il faut aussi les former. Même si ils sont formés entre guillemets sur le métier, mais la personne commence à faire beaucoup. Comment t'expliquer ça? Comment vous dire? Nous, surtout les jeunes, nous voyons en fait auprès de notre famille, nous avons des personnes âgées, nous avons nos grands-parents, nous avons aussi nos arrière-grands-parents. À l'époque, ils n'avaient pas besoin en fait d'être accompagnés. Ils n'avaient pas besoin de rester à la maison. Mais maintenant, les personnes d'aujourd'hui ont besoin d'être chez eux. Parce que quand nous avons les personnes qui vont en EHPAD, c'est très cher. Il faut avoir un bon financement. Et nous remarquons qu'effectivement, faire des demandes dans les EHPAD, d'autres demandes dans les aides à domicile, c'est très compliqué. Mais je sais, j'ai confiance que les personnes qui viennent maintenant dans la structure d'aide à domicile ont besoin d'être formées. Parce que c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui fait appel à l'humain, qui touche vraiment au cœur même de l'humain. C'est-à-dire que quand nous accompagnons une personne âgée, il y a la personne physique
il y a la personne mentale et il y a la pathologie. Donc la pathologie est accompagnée par les médecins, il n'y a pas de souci. Mais quand nous avons des auxiliaires de vie, nous avons des assistants ménagers qui viennent en fait, au domicile de la personne, ils accompagnent pour des papiers administratifs, ils accompagnent pour l'aide à la toilette, ils accompagnent pour faire des petites courses. Après les petites courses, il y a aussi des papiers administratifs. Les papiers administratifs, ils accompagnent aussi la famille. En fait, c'est un métier très ouvert. C'est un métier qui va vraiment, dans les années futures, qui va être très, 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 très demandé. Parce que les personnes âgées en ont besoin. Et il n'y a pas que les personnes âgées. Il y a aussi les personnes qui travaillent. Parce que si, par exemple, on sort juste sur une rue, comme ça, on se fait écraser, et bien voilà, notre vie, en fait, s'arrête. Non, elle ne s'arrête pas. Parce que nous savons que nous avons des professionnels qui vont être formés vraiment pour pouvoir nous accompagner. Et nous accompagner dans tout ce qui est la technologie, comme monsieur y parle aussi. Il y aura des techniques qui vont mettre en place. On peut rester chez nous pour travailler, même si on est appareillé. Donc il y aura des professionnels qui viendront chez nous. Et vraiment, moi, je sollicite vraiment tout, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes aussi qui font une autre conversion, de venir vers ce métier parce que c'est un métier qui va être valorisé. C'est vrai qu'on se bat en ce moment pour que tout le monde en fait soit valorisé, que ce soit l'auxiliaire de vie, que ce soit l'assistant ménager, parce qu'on peut être auxiliaire de vie et ensuite être assistant de secteur. Assistant de secteur, on peut être responsable de secteur. Responsable de secteur, on peut être responsable d'agence. C'est un métier d'avenir, c'est un métier en fait qui est très 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 relationnel. C'est un métier en dehors de la finance. C'est un métier d'amour, c'est un métier en fait qui touche à l'humain. Et quand on aime l'humain, on s'approche de ce métier. Et, enfin, je vous remercie pour ce brillant exposé, Vernicia. Et lorsque vous parliez, j'ai vu Sandy bondir quasiment de sa chaise et qui souhaite vous interpeller et partager avec nous sa réflexion. Non, c'est pour justement compléter ce que vous disiez, on partage tous la même vision et je vois beaucoup de jeunes dans la salle et je trouve intéressant de vous adresser un message. Quel que soit le dirigeant que vous aurez face à vous, on a bien conscience que la première mission qui va être demandée chez une personne pour entrer dans un domicile, ça va être de l'aide ménagère. Mais il faut savoir que ce métier a besoin d'être revalorisé. Une grosse revalorisation, un gros travail est à faire pour vous expliquer qu'aujourd'hui, vous allez peut-être entrer avec une mission de ménage chez une personne. Mais vous allez peut-être aussi y rester pour 10 ans, 15 ans, voire plus, et je vous le souhaite. L'espérance de vie n'arrête pas d'augmenter. Cette mission, elle va évoluer chaque année, chaque mois, chaque semaine, avec la pathologie de la personne qui va malheureusement s'aggraver. Quel que soit l'état de perte d'autonomie de la personne, votre mission va évoluer. Le but de nos entreprises et des associations, des entreprises de service à la personne, sera de vous accompagner dans l'évolution. Il ne sera pas question de changer de personne en fonction de l'évolution de la pathologie. Le but, ça sera que la personne âgée sera habituée à un certain nombre d'intervenants. Ces intervenants verront leur mission évoluer en même temps que la pathologie et nous serons là pour accompagner dans la formation, dans l'évolution de la carrière également, puisque vous n'allez pas forcément avoir le même poste tout au long de votre vie. Le but est de vous remotiver et de vous apporter les cartes pour évoluer dans ce métier. Merci à toi Sandy et Ouda, en termes de recrutement et aussi d'attractivité d'emploi, on voit, comme vous le disiez tantôt, la salle est composée majoritairement de jeunes. Je pense que toute la salle même est jeune, on peut dire ça. Et par rapport à cette jeunesse qui souhaite embrasser une carrière dans nos métiers, je pense aussi il y a l'aspect valorisation du secteur, des métiers et surtout leur présenter la manière dont nous travaillons. Puisqu'ils peuvent en avoir une vision un peu, on va dire, déformée du métier. Oui, absolument. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à récemment, les métiers du grand âge ou les métiers d'accompagnement à domicile ou même accompagnement en institution, EHPAD et autres, ces métiers-là ne sont pas forcément très valorisés. À tous les niveaux, je parle des intervenants, mais je parle aussi des coordinateurs de secteur, je parle aussi des dirigeants, etc. C'est un métier, aujourd'hui, c'est des métiers aujourd'hui qui sont de plus en plus indispensables à la société. En fait, j'ai envie de dire que l'échelle, en quelque sorte, elle a changé. Avant, on était plutôt sur des problématiques de famille.
on gère en famille en fait le vieillissement du grand-père, du grand-oncle, etc. Aujourd'hui, c'est toute la société qui est en train de vieillir. Donc en fait, l'échelle de la famille est transposée de la famille à la société. C'est vraiment des enjeux aujourd'hui qui sont sociétals. Et je pense, à mon sens, que les réponses qui ont été apportées jusqu'à aujourd'hui ne sont pas forcément adéquates ou suffisantes en fait. C'est tout un travail d'ensemble qui doit être fait à tous les maillons de la chaîne, on va dire, parce que le domicile, c'est un maillon d'une chaîne. Et l'objectif de cette chaîne-là, c'est de permettre un accompagnement à domicile et un maintien à domicile le plus longtemps possible, même si je n'aime pas trop en fait utiliser le terme maintien à domicile, parce que l'objectif, ce n'est pas simplement et uniquement de maintenir la personne à domicile. L'objectif, c'est de permettre en fait à cette personne de vivre en fait le plus longtemps possible d'une manière agréable et comme elle le souhaite à son domicile. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que les personnes âgées souhaitent pour la grande majorité rester à leur domicile. Et donc l'objectif, ou en tout cas l'objectif final en fait, des métiers du grand âge, des intervenants, c'est de permettre l'atteinte de cet objectif-là. Donc en parlant de valorisation, on ne peut pas demander à une personne dont on ne valorise pas en fait, le métier ou tous les efforts qu'elle fait au quotidien d'apporter ou d'atteindre un objectif aussi énorme que ça. Donc la valorisation, pour moi, elle passe par la formation, bien évidemment. Elle passe aussi par les niveaux de rémunération, parce que si on met une personne qui intervient à domicile dans une situation un petit peu précaire, ou en tout cas de tension financière tous les jours, on ne peut pas demander à une personne d'apporter de la joie et de la vie à un domicile. Pareil, en termes d'isolement professionnel, je parle, quand les auxiliaires de vie ou les assistants ménagers, etc., sont au domicile, généralement, ces personnes-là sont isolées professionnellement parlant. Elles interviennent toutes seules au domicile et donc il s'agit aussi de créer un lien entre les intervenants mais aussi avec les structures, avec les encadrants, avec les dirigeants. En fait, c'est un travail collectif et donc il y a un aspect aussi de responsabilisation, je crois que ça se dit, des intervenants. Donc c'est tout un travail en fait. Donc, et la valorisation, ce n'est que le résultat de tout ça. Il y a aussi un travail de pédagogie qui doit être fait en fait envers les aidés, donc les personnes aidées, leurs aidants aussi, parce que qu'on le veuille ou pas, on a des personnes qu'on accompagne, mais on a aussi tout l'entourage familial et on répond à des besoins de cet entourage familial. Les auxiliaires de vie, les assistantes de vie ne doivent pas être considérés comme des techniciens en fait. C'est vraiment des personnes qui viennent apporter quelque chose, donc un contact humain, de l'empathie, etc. Et on ne peut pas demander à une personne de venir pendant 15 minutes faire la toilette, préparer à manger et sortir en courant de la maison pour aller récupérer une autre personne à aider pour exactement les mêmes tâches. Et donc on perd en fait l'aspect humain de ce métier-là. Et là, du coup, c'est aussi, ça interpelle, en fait, ça fait un lien avec un autre maillon de la chaîne qui est les conseils départementaux, les financements, etc. Est-ce qu'on donne aux personnes les possibilités et les aides financières qui leur permettent d'avoir un lien social, ou est-ce qu'aujourd'hui, on reste toujours sur cette logique de on vient, on fait le travail et on sort immédiatement du domicile? Je pense donc que c'est un ensemble de démarches à mettre en place pour la valorisation des métiers. Donc, merci Ouda. Donc, vous dites changement d'échelle et aussi on dit, lorsqu'on parle du secteur aujourd'hui, on pense forcément à la digitalisation, à la transformation numérique et qui vient impacter la vie des SAD, la vie des personnes que nous sommes, mais aussi qui vient impacter la société dans sa globalité. Donc, Momar Mbaye, puisque c'est de vous qu'il s'agit et de votre métier, quelles solutions vous apportez aujourd'hui en termes d'innovation pour faciliter le travail des intervenants de terrain, pour mieux coordonner les services d'aide à domicile et surtout pour faciliter le travail du dirigeant d'entreprise? Essaye de résoudre tout ça, c'est compliqué. En fait, je pense que le premier axe, la première vision, c'est comment doit circuler l'information. C'est au-delà d'outils logiciels, ceci, cela, ça c'est qu'une partie de la chaîne complète.
La question, c'est que on est dans des métiers où on est toujours itinérant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs et il faut réussir à... On doit envoyer de l'information, on doit recevoir de l'information des personnes. Et c'est vrai qu'il y a encore jusqu'à 5 ans, 10 ans, c'était compliqué. Parce qu'il n'y avait pas encore les outils mobiles, il n'y avait pas encore autant de smartphones, il n'y avait pas encore autant d'applications. Donc il y avait beaucoup de papier, beaucoup de déplacements, il faut se rendre à l'agence pour récupérer les informations, il faut... Voilà, donc aujourd'hui, la question principale, nous, dans toutes les solutions qu'on développe, c'est, premièrement, comment j'envoie de l'information, comment je reçois de l'information. Ça, c'est la question de base. Voilà. Et aujourd'hui, on peut le faire via... Il y a le web, aujourd'hui, qui permet de faciliter cela. Il y a le fait de développer des applications mobiles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé une appli mobile pour chacun des acteurs, c'est-à-dire que ce soit pour le responsable d'agence, que ce soit pour le client final, que ce soit pour le responsable de secteur, que ce soit pour le responsable qualité. On a développé pour chacun des acteurs une application mobile. Et le logiciel qu'on a développé est le cœur et centralise toute cette information. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand on met quand on donne à un intervenant une application mobile, même pour, on appelle ça pointage, mais c'est pas que du pointage. Le pointage, ça permet simplement de s'assurer que la personne est au domicile. Voilà, il ne faut pas le voir de manière négative en disant on me pointe pour savoir si je fais mon travail. Non, on peut le voir aussi de l'autre manière en disant au moins on est sûr que la personne, surtout si c'est une personne dans une situation où on tient à domicile, que la personne est au domicile pour effectuer ses prestations. Il faut aussi le voir d'une autre manière. Donc ça veut dire que si demain vous devez travailler dans ce secteur d'activité, je sais pas, pour les plus jeunes ou pas que d'ailleurs, il ne faut pas spécialement voir ça comme ok, c'est du flicage. Non, c'est pour améliorer la qualité de service, c'est pour s'assurer que la prestation a lieu. C'est pas forcément ça. Donc, et quand on donne aux personnes les moyens de s'exprimer, contentes ou pas contentes, ça permet de mieux gérer et appréhender les situations et d'être proactif, tout simplement. Aujourd'hui, pour une agence, le fait de recevoir la satisfaction de son client plus régulièrement et en temps réel peut lui permettre de garder son client si son client n'est pas satisfait. Pour l'intervenant qui se déplace, le fait de ne pas recevoir 30 appels tous les jours pour dire est-ce que tu es disponible à telle date, il faut que je te déplace telle prestation, etc. Aujourd'hui, effectivement, on utilise le SMS, on utilise le téléphone. Demain, on pourra utiliser encore d'autres choses. Demain, peut-être que le métier changera et que ce sont les intervenants eux-mêmes ou elles-mêmes qui pourront peut-être faire quasiment à leur planning, on peut dire. Voilà, et il y a déjà des choses en cours autour de ça. Donc, la technologie, nous, on doit être à l'écoute de nos clients, qui sont les structures, et réfléchir au coup d'après. Voilà. Aller au-delà de simplement, ok, je planifie, je facture, ça, pour moi, c'est qu'une partie c'est minime, ça. Aujourd'hui, on fait tous la même chose, c'est minime. Il faut aller au-dessus. Aujourd'hui, quand on parle, une fois de plus, il y a la robotisation qui va arriver. Peut-être que le métier va changer. Il y a des tâches aujourd'hui qui sont faites par les auxiliaires de vie, qui seront demain peut-être faites par des robots. Mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le métier de la domicile. Ça veut dire simplement que la personne passera peut-être plus de temps pour avoir du contact humain, plutôt que demain s'occuper de la personne, le ménage, la vaisselle, etc. Si demain il y a un robot qui peut le faire, pas de souci. Il ne faut pas avoir peur de la robotisation. Un robot peut le faire, mais entre-temps, on échange avec la personne en réalité. Mieux vaut ça plutôt que ce soit le robot qui échange avec la personne et que l'humain qui fasse les prestations de service, je pense. Donc, il faut réfléchir à tout ça et pour passer un cap dans la digitalisation, ça demande d'avoir un système d'information. Tant qu'on n'a pas un système d'information fiable et qu'on n'est pas capable de recevoir ou d'envoyer de l'information, on ne pourra pas aujourd'hui passer ces étapes sur la robotisation, sur les objets connectés. Aujourd'hui, on parle d'objets connectés, il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus. Ce qu'on voit aujourd'hui, on voit les montres, on voit des détecteurs de chute, on voit toutes ces choses-là. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans les objets connectés, vraiment beaucoup plus loin. Et un jour ou l'autre, on aura des puces implantées dans nos bras. Il ne faut pas se leurrer aussi. Voilà, c'est une réalité. Mais effectivement, on peut le voir de deux manières. On peut le voir de manière en disant mais on n'est pas des robots, pourquoi on va se faire implanter des puces dans les bras?
on peut le voir d'une autre manière en se disant, ben, du coup, ça peut nous permettre de récupérer de l'information et anticiper des problématiques. Voilà. C'est une vision... Enfin, je veux dire qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout dans la digitalisation. Et je suis persuadé que dans les 5 années à venir, il va y avoir un bond technologique fort sur la digitalisation, sur la robotisation, sur l'intelligence artificielle. On y est déjà en réalité. Quand on est du côté informatique, on voit qu'on y est déjà. Voilà. Et que maintenant, c'est juste pas encore démocratisé, mais on y est déjà totalement. Donc on ne pourra pas lutter contre. Ça ne sert à rien de lutter contre ça. On ne peut pas lutter contre Google, etc. etc. Faut pas se leurrer. Faut pas se dire aujourd'hui je peux pas avoir, je vais cacher ma webcam mais je vais pas envoyer mes mails via Google pour pas que Google ait mes mails. C'est pas vrai, ils les ont vos emails. Donc ça sert à rien de lutter contre. Honnêtement, la guerre est déjà perdue. Peut-être que ce que je dis, peut-être ça peut. Il y a des gens qui peuvent se dire oh là là, mais c'est la réalité, la guerre est déjà perdue. On a toutes vos données sont déjà sur le cloud partout. Faut pas se leurrer. Donc maintenant, c'est de réfléchir à comment je vais utiliser au mieux ces informations, comment je vais en faire bon usage, et pas mauvais usage de ces informations-là, et que ça a aussi du bon de recevoir des informations sur une personne, parce que ça permet d'anticiper. Aujourd'hui, des Google, des Microsoft ont des budgets forts et des laboratoires dédiés à la santé. Et quand on lit les choses, c'est à la fois un peu flippant et à la fois on se dit c'est super parce que ça peut permettre demain de sauver des vies clairement et d'anticiper les choses. Voilà un peu ce que Donc, bon, bah, ce que vous dites en fait, c'est que la digitalisation va aussi apporter une certaine forme de transformation, une mutation des métiers. Et aujourd'hui, qui dit mutation des métiers au regard des publics que vous recevez en tant que directeur de SAD dans vos entreprises, on parle aussi de formation. Donc Sandy, en termes de formation, pour un meilleur usage du digital, pour résoudre la fracture numérique, versus intervenant, mais aussi versus bénéficiaire personne âgée, qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau ? Alors justement, c'est important, on parle de revalorisation des métiers, donc on va demander un peu plus de responsabilité sur le dos des intervenants à domicile. La revalorisation passant par la responsabilisation et les outils digitaux, ça nécessite une grande sécurité. La juriste que je suis a du mal encore avec toutes ces notions d'information en libre circulation. Donc c'est très important que les outils digitaux sécurisent les données. Et grâce à ces outils, on va pouvoir coordonner les services derrière en toute sécurité pour les bénéficiaires, pour les familles, pour les intervenants également. Une intervenante va être la source d'information pour la famille ou pour le SAD pour lequel elle travaille. Cette source d'information, il va falloir la canaliser, il va falloir former l'intervenante pour faire ses remontées. Toutes les informations ne se remontent pas de la même façon, ne se disent pas à la même personne. On ne va pas dire la même chose à un bénéficiaire, à son proche aidant, à un directeur ou un responsable de secteur. Et ça se passe vraiment par la formation et par un accompagnement. Et grâce aux outils digitaux, on peut canaliser et sécuriser tout ça. Bon, alors là, je vais vous poser une question assez transversale, assez large, sur les pratiques RH, les pratiques de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons vraiment une difficulté à avoir des salariés massivement qualifiés à intégrer dans les SAD. Donc comment percevez-vous ça, cette tension de recrutement? Et qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos SAD pour y pallier? Moi, j'ai pas de SAD, mais j'ai un avis sur la question. Je pense que, effectivement, nous on voit que tous nos clients ont des problématiques de recrutement, et ça c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Une fois de plus, on ne fait pas que du service à la personne. Dans tous nos secteurs d'activité, il y a la même problématique. Ça, elle est claire et nette. Je pense que la notion, parce que la notion d'emploi, la notion de CDI ne parle plus trop aux gens. Voilà, je pense que c'est une notion qui parlera de moins en moins aux gens. Et qu'aujourd'hui, hélas, là pour le coup, je pense qu'on va rentrer dans, quand on parle d'uberisation, c'est pas qu'un mot en fait. C'est que, aujourd'hui c'est un mot qu'on utilise trop facilement. Mais il y a des faits concrets à ça et qu'aujourd'hui on va juste demain, je pense, hein, c'est mon avis personnel, ça va être juste des personnes qu'on va prendre pour des tâches précises
Et ça, par contre, c'est plus triste. Voilà, ça c'est moins drôle. Mais j'ai l'impression que la société va tourner comme ça, qu'il n'y aura plus de CDI, on va travailler qu'avec des indépendants, et on va leur donner une tâche, 1 heure, t'as 10 minutes, t'as 15 minutes, comme aujourd'hui on le voit déjà dans la livraison, avec Uber, avec la livraison par drone qui existe déjà et qui se fait déjà. Et là, donc l'humain va perdre beaucoup de place, il y aura moins d'échanges, on sera dans un peu à l'américaine, on va dire, où eux sont déjà beaucoup plus avancés que nous sur ce genre de choses. Je pense que l'humain, ils le mettent de côté et le dollar est roi. Et là, la société tourne vers ça. Et voilà, je vais pas épiloguer, mais voilà un peu moi, de mon point de vue extérieur, pas de ça, ce que je vois et ce que je pense par rapport à tout ce que je vois, et qu'on va rentrer dans des métiers à la tâche. Et on va être payé demain à la tâche. Il n'y aura plus de CDI, il n'y aura plus de SMIC, il n'y aura plus de tout ça. On va être une tâche, un montant, et voilà, c'est ce que je pense. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis du coup. En fait, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'il y a une ubérisation de tous les secteurs d'activité. Mais la question c'est, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui à ubériser le secteur des services à domicile et services à la personne? En fait, ce que tu décris, je pense que ça peut être valable sur des tâches techniques, entre guillemets, mais quand on est en lien fort avec la personne, les personnes dépendantes, enfants handicapés, adultes handicapés, personnes âgées, etc., on a quand même besoin d'un lien humain. Et il y a des acteurs qui en France qui ont même essayé en fait de pousser la digitalisation un petit peu loin et mettre en place un système très digital, etc., de commande entre guillemets de prestations et tout. Ce que j'ai pu avoir moi, parce que je suis en contact direct, je pense que vous l'êtes aussi, avec les personnes aidées, c'est que ok, ça marche une première fois parce que c'est facile, parce que voilà, peut-être la première intervention se fait plus facilement grâce à ces moyens digitaux, mais après, quand on n'a pas ce lien humain qui se construit tous les jours en fait, et qui est du coup rompu par ces habitudes trop digitales. Du coup, en fait, ces personnes-là se retrouvent un peu isolées, elles se disent « mais j'en ai marre de parler à un téléphone, j'en ai marre d'envoyer des textos, j'en ai marre d'avoir des mails, je veux avoir une vraie personne en face de moi », en parlant des coordinateurs de secteur, et c'est aussi « j'en ai marre d'avoir 5 intervenants par semaine ». Donc, je suis totalement pour la digitalisation des pratiques, mais il faut en fait mettre le digital comment dire, voilà, au service de l'humain. C'est bien ça. Juste une seconde, attention, je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut pousser. Je dis que, hélas, il y a de grandes chances, l'économie aussi fait que les patrons d'entreprises, de services sont dans une démarche de aussi... C'est la mondialisation, c'est l'économie qui est comme ça. Donc on veut gagner de l'argent, on veut économiser du charge de personnel, on veut avoir moins de personnel parce que... Hier j'étais avec un client, en 30 secondes, pas lancer sa personne dans le marché de la propreté, parce qu'il raisonne beaucoup déjà sur les machines pour nettoyer les bureaux, pour faire l'aspirateur et pour ceci. Et il y en a sûrement certains dans la salle qui ont déjà chez eux des petits robots pour faire ça. Et en fait, cette personne-là me disait, c'est pour ça qu'il faut faire le lien aussi, en France spécialement, avec le social. Et le social a une grande... Il y a parfois... évidemment aussi certains abus dans le social qui font que les gens se disent « Ah bah si j'avais un robot, ce serait mieux ». Je l'ai entendu plusieurs fois chez des structures, des SAD, donc je dis pas que je suis pour, mais je dis que, hélas, c'est un problème, on y va et les choses vont vers ça, hélas, et voilà, et c'est comme aujourd'hui les EHPAD, les RSS, demain il y aura des RSS supérieurs, 5 étoiles avec beaucoup de services, il y aura des RSS 1 étoile. C'est triste, hein. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, hein. Mais on y va, et il faut en prendre conscience et se dire comment
on peut contrer ou on peut envisager ou anticiper ça. C'est juste ça. Mais justement, pour rebondir, je pense que les SAD en ont vraiment conscience et les dirigeants aujourd'hui essayent d'utiliser la digitalisation comme un outil, et ça porte bien son nom, c'est un outil de qualité. C'est-à-dire que par exemple, une intervention à domicile où il y a du ménage mais la personne est en perte d'autonomie, on peut mettre un robot qui va faire le ménage, qui va nettoyer le sol. Pendant ce temps-là, l'intervenante sera très importante pour maintenir le lien avec la personne et faire de la qualité. Donc la digitalisation doit vraiment rester un outil de qualité et en complément, non pas en remplacement. Et c'est vrai que pour rebondir sur la problématique du recrutement, nous nous sommes rendus compte en montant l'association de dirigeants que bien sûr c'est la problématique de tout le monde. Et à ce jour, on essaye de trouver des solutions. On a lancé sous forme de plateforme comme Cap 92, la plateforme dans le 06 qui essaye de mutualiser les moyens, et aujourd'hui on fait passer une annonce au nom de la plateforme en disant on propose 40 formations pour 40 emplois derrière. C'est à petite échelle, on teste, on verra, vous avez fait à plus grosse échelle, on attend également les retours. Je pense qu'en mutualisant les moyens, on arrivera à sauvegarder le côté humain en se disant, bon, bah, peut-être que telle structure n'a pas suffisamment d'heures pour cette intervenante. Oui, ça serait plus facile de la remplacer par un robot, ça coûterait moins cher. Mais comment est-ce qu'on peut garder l'intervenante en poste tout en partageant les missions entre nous? Après, juste par rapport à ce que vous dites, hein, pour rebondir un peu de manière générale, c'est vrai qu'entre les personnes qui pensent qu'on est presque dans Matrix, les autres qui pensent que ça va être une guerre entre les robots et les humains et les intervenants, etc., et les personnes qui ont peur, qui sont angoissées. Moi, je pense qu'il faudrait, et c'est ce que vous avez matérialisé, hein, remettre un peu de sens dans les choses et surtout aussi apaiser et rassurer. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je tiens à souligner la qualité du débat. Parce qu'en général, les conférences, on s'ennuie un peu, mais là, les personnes s'interpellent et ne sont pas forcément d'accord, parce qu'il ne faut pas être d'accord tous ensemble. Mais c'est une chose à souligner. Donc, Vernicia, quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Je rejoins tous mes collègues qui sont autour de moi. C'est vrai que le monde digital, il ne faut pas se leurrer en fait. Ça fait des années qu'ils nous accompagnent. Donc, c'est un accompagnement au jour. Et du coup, c'est vrai que plus la technologie va avancer, plus aussi l'humain aussi doit avancer aussi avec. Donc, c'est une aide, c'est un accompagnement. Et une personne qui est alitée, ça fait des années, et qui a un accompagnement en robotique, ah bah c'est un plus, il voit la vie autrement. Donc, et même au niveau des salariés, de nos intervenantes que nous accompagnons tous les jours aussi, on le voit aussi parce qu'elles le disent, elles nous remontent l'information en disant que la personne est très heureuse, la personne va autrement, la famille aussi est très contente. Je rejoins en fait tout ce qui est le recrutement. Effectivement, c'est le point noir en fait de tous les SAD parce que le recrutement c'est très compliqué. Parce qu'on peut recruter tous les jours, il n'y a pas de souci, mais c'est trouver la personne, entre guillemets, qui va rester, la personne qui va trouver l'accroche dans ce métier de SAD. En fait, c'est ça. Donc, moi, dans notre agence, en fait, je le vois autrement. En fait, je me dis directement, je sais que les personnes, ils viennent de demandeurs d'emploi, c'est une reconversion professionnelle. Moi, je leur dis, écoutez, si vous venez dans le SAD, c'est côté humain. Donc, vous allez apprendre à découvrir l'humain différemment. Faut le voir, en fait, imaginons que c'est vous, en fait. Si vous allez chez la personne, c'est le domicile, donc c'est l'intimité de la personne. Donc, vous ouvrez la porte si vous êtes dans l'intimité de la personne. Donc, vous êtes dans l'univers de la personne, donc vous devez vous adapter à la personne. Quelle que soit, en fait, la situation que vous voyez, vous devez les accompagner. Surtout, faites remonter l'information, parce que nous, on n'est pas au domicile. Donc, moi, je leur dis que vous êtes mes yeux et mes oreilles. En fait, je ne vois rien. Je vais au domicile pour accompagner la personne, la première fois, mais après, je ne reviens pas. Donc, la seule chose que moi, je vous demande, c'est de nous faire part. Si la personne a besoin, par exemple, de repas, parce que si on fait l'aide à la toilette, mais peut-être le midi elle ne mange pas, parce que l'auxiliaire de vie s'en va. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle devient? En fait, le fait de nous faire remonter l'information, ça nous aide. Et dans le recrutement, en fonction de la personne avec le CV, je peux aussi dire, bah, écoutez, vous voulez faire assistant ménager, mais nous avons aussi une formation qui peut vous accompagner pour être auxiliaire de vie. Et d'auxiliaire de vie,
une fois dans la semaine, vous pouvez venir voir dans l'agence comment ça se passe, vos plannings, parce que vous voyez, vous avez vos plannings, ça peut changer à tout moment, mais voilà comment ça se passe quand vous avez une collègue à vous qui est malade, comment ça se passe pour faire le remplacement. Donc si jamais vous voulez aussi devenir responsable de secteur, c'est possible. En fait, tout cela, en fait, je les explique lors du recrutement que ça peut se faire, que c'est pas un métier qui est arrêté, c'est un métier d'avenir, c'est un métier en fait qui permettra de voir beaucoup de postes, c'est polyvalent, c'est pas arrêter d'être auxiliaire de vie, j'accompagne la personne, aide à la toilette, je me lève, je fais les courses, je transmets à la famille. Non, c'est un métier qui est au-delà de ça. En fait, c'est un accompagnement, en fait, être accompagnatrice dans toute la vie quotidienne de la personne, matin, midi et soir. En fait, c'est ça. Et du coup, c'est un métier en fait, qui est très ouvert. Et comme en fait, le recrutement, nous, on recherche en fait, des personnes expérimentées, moi je dis, je ne veux pas une personne expérimentée. Vous arrivez et après, vous allez devenir au fur et à mesure. Mais moi aussi, à travers les assistants, à travers en fait, mes collègues, mes collaborateurs, j'apprends aussi, on apprend tous les jours. Donc c'est pour ça que le monde digital fait partie aussi de notre vie. Donc, je m'adresse à Aouda. Aujourd'hui, quel discours pouvez-vous tenir aux jeunes pour les inciter à venir dans notre secteur? Et ben, la responsabilité. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grand discours. Hein. C'est un peu la synthèse de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Hein. C'est un métier qui est un métier d'avenir, c'est un secteur qui évolue de plus en plus. C'est des besoins nouveaux qu'on découvre tous les jours en fait. Aujourd'hui, on a des personnes âgées, avec l'allongement de l'espérance de vie, etc. On a des personnes âgées qui n'ont jamais vu leurs parents ou leurs grands-parents atteindre cet âge. Donc on a des personnes de plus en plus vieilles, et donc avec des besoins qui sont différents, avec des habitudes de consommation aussi différentes. Les seniors d'aujourd'hui sont familiers en fait avec le digital, alors que les seniors de hier et avant-hier n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser des outils. Donc en fait c'est vraiment un métier qui est en évolution, un secteur qui est en évolution, et je pense qu'en arrivant dans ce secteur-là aujourd'hui, vous faites vraiment le choix de venir dans un secteur pour apporter quelque chose. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont à faire, qui sont en cours d'être réalisées, effectuées, beaucoup de débats, beaucoup d'émissions aussi pilotées par le gouvernement, la mission El Khomri, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer aujourd'hui. Et nous, en tant que structure d'aide et d'accompagnement à domicile, en tant que éditeur de logiciels de solutions digitales, etc., on est tous acteurs à tous les niveaux, donc intervenants aussi. Comme l'a dit Vernicia, les intervenants sont aussi, en fait, sont la clé. Parce que c'est eux qui sont vecteurs en fait, du réel besoin. On peut être dans les bureaux ou pendant les tables rondes, etc. et imaginer les plus belles solutions, mais si ça ne répond pas aux besoins réels de la personne qui est accompagnée ou de son aidant, ça va directement partir à la poubelle. Donc en fait, quand vous arrivez dans ce secteur-là aujourd'hui, c'est vraiment pour apporter quelque chose, pour apporter des solutions, pour faire évoluer les choses. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut faire le bon choix maintenant. On sait tous que la jeunesse rime souvent avec technologie. Je pense que c'est rare aujourd'hui de voir un jeune qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas de compte Instagram, qui n'est pas sur Snap ou qui n'a pas de compte Facebook. Donc aujourd'hui, les métiers aussi sont en train de changer du côté de la technologie. Parce que dans les SAD, les dirigeants qui sont là pour en témoigner, ils sont en train de former leurs coordinateurs et coordinatrices à mieux apprivoiser le numérique pour former à leur tour leurs salariés. Donc quel discours pourrais-tu tenir aux jeunes pour leur dire, écoutez, les services à la personne, ce n'est pas juste la femme de ménage qui fait les courses, mais c'est aussi d'autres types de métiers, d'autres types de fonctions. Déjà aujourd'hui, il y a encore 5 ans, imaginez que les intervenants aient un smartphone pour effectivement faire le pointage, faire des rapports de mission, prendre des photos dans certains cas, etc. C'était encore, la plupart des SAD, même au jour d'aujourd'hui,
Quand on leur dit ça, ils disent non, ils ne savent pas utiliser un téléphone. Mais quand même, respectez un peu vos salariés, ils ne sont pas bêtes. Ils utilisent WhatsApp, ils savent utiliser un smartphone. Donc, et si ce n'est pas le cas, il faut les former. On ne peut pas partir du principe, moi, les structures que je vois, je vais les voir, ils me disent télégestion, non, on n'en veut pas, nos salariés ne savent pas faire. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Et une fois qu'on le met en place, ils se rendent compte que, ah oui, en fait, bien sûr. Les gens savent utiliser un smartphone, les gens savent s'adapter, il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui ne savent pas lire, pas écrire, et quand j'ai vu des méthodes pour reconnaître des missions, pour reconnaître des noms à appeler, ceci, cela, c'est hallucinant. En fait, on s'adapte de manière... le cerveau s'adapte, la personne s'adapte avec ses compétences. Donc aujourd'hui, forcément, il y aura de plus en plus de technologies dans ce secteur-là, et pour les intervenants, on parle aujourd'hui de smartphone. Demain, il y aura peut-être d'autres choses sur les tablettes qu'on pourra faire. Demain, on n'en est qu'au début, je pense. Là, on est au début de la digitalisation sur la partie intervenant. Le smartphone, c'est la première étape, et je suis persuadé qu'il y aura encore plein d'autres choses qui pourront être réalisées. De plus, au domicile, il y aura de plus en plus de technologies. Donc ça veut dire que, je prends un exemple bête, aujourd'hui, quand pour allumer un lave-vaisselle, on appuie sur un bouton et il s'allume. Mais demain, il y aura des lave-vaisselles qui seront beaucoup plus complexes à utiliser. Et puis il y aura toute cette domotique dans les maisons et toutes les choses seront connectées. Donc forcément, l'intervenant qui arrive au domicile devra connaître beaucoup d'autres choses de son métier, parce qu'il y aura de la technologie dans toute la maison. Je suis très futuriste dans ma vision des choses, mais voilà. Mais c'est une réalité. Il y aura beaucoup de domotique, on en voit de plus en plus. Donc si la personne ne sait pas et qu'elle voit plein de boutons électroniques partout, elle ne sait pas s'en servir, elle sera bloquée dans son travail. Donc il y aura aussi forcément des nouvelles formations à donner aux intervenants sur toutes ces technologies qui rentrent à la fois dans le secteur, à la fois dans le domicile des personnes, et à la fois dans les objets. Demain, il y aura je sais pas le mot. Bref, j'ai oublié mon mot. Des chaises roulantes, nouvelles technologies aussi, avec plein de boutons sûrement qui font plein de choses. Donc il faudra que l'intervenant sache aussi utiliser tout ça. Donc, dans tous les cas, on rentre tout va devenir de plus en plus digital, et l'intervenant devra être de plus en plus et connaître de plus en plus la technologie. Et juste aujourd'hui, déjà on se rend compte aujourd'hui, quand on donne un smartphone à un intervenant, ça valorise son travail, la personne se sent directement valorisée. Elle rentre chez elle, elle montre à ses enfants, regardez, moi j'ai un smartphone, je sais me servir d'un téléphone, elle frime un peu, regardez, mais je fais un boulot intéressant, mais vraiment quoi, et c'est intéressant de voir ça. La personne se sent valorisée juste parce que, regardez, moi je suis plus en papier, j'ai mes plannings sur mon smartphone, etc. Et ça, on n'y pense pas. Il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas tant que ce n'est pas effectif et réel. Et voilà, donc en tout cas pour le digital, pour conclure, le but c'est pas de mettre un maximum de digitalisation et de robots dans les maisons et de remplacer le secteur de la domicile, mais pas du tout. Mais de l'accompagner et de garder le maximum d'éthique dans la digitalisation de tous ces secteurs, parce qu'on y arrive, on y est déjà, et ça va être dur de contrer, et il va falloir se mettre tous ensemble pour contrer ça. Et juste un dernier mot, Albouri, pour vous qui les plateformes. Je pense qu'aujourd'hui aussi, dans le recrutement et dans l'aide à domicile, et pour attirer aussi les jeunes, c'est aussi le gouvernement qui va devoir vous aider à ce niveau-là, pour valoriser on expliquait tout à l'heure effectivement les filières, et réexpliquer qu'il y a des échelons, qu'on peut gravir les échelons dans ce secteur-là. C'est peut-être revaloriser les salaires, parce qu'ils ont un métier très difficile, très compliqué, et je trouve que ce métier est sous-payé, honnêtement. Donc ça veut dire que peut-être que sur ces secteurs d'activité, il faut que le gouvernement vous aide pour réduire les charges sur certains types de métiers, certains types de salaires. Ça veut dire aussi demain peut-être, et ça c'est un sujet en discussion, je le sais, l'exonération à la source sur le coût. Parce que du coup, ça voudrait dire que tout le travail noir sera éliminé, et ces gens-là viendront chez vous. Et là, d'un coup, vous allez recevoir des CV à tout va dans vos agences. Ça, c'est une réalité. Et donc, je pense qu'il y a des petites choses à faire qui peuvent booster le secteur, qui sont indispensables et nécessaires. Et donc, je vous encourage, les plateformes, à pousser à fond, vous dans le 06 du coup maintenant,
à pousser à fond et à se coordonner ensemble et à pousser à fond parce que je pense qu'il y a 3-4 mesures à prendre qui peuvent vraiment booster le secteur d'activité. Voilà. Allez-y, Sandra. Et justement, pour rebondir sur la revalorisation, je pense que le mot-clé de tous nos discours, ce qui ressort, c'est le partage. C'est-à-dire qu'on va avoir, nous, éditeurs de logiciels ou dirigeants de SAD, un rôle d'accompagnement dans l'acquisition de ce savoir des outils digitaux, mais il y a également une nouvelle génération ultra connectée face à nous, à qui on n'aura pas forcément grand-chose à apprendre sur ce sujet-là, mais qui, eux, auront beaucoup de choses à apprendre à leurs bénéficiaires. Et donc, ça va vraiment dans la notion de partage. Et c'est intéressant de voir que comme ce métier évolue sur cette notion de partage, le partage, il peut être fait par un intervenant ou une intervenante. C'est-à-dire que même les intervenants, donc même les hommes, ont toute leur place dans ce métier, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'était un métier beaucoup plus féminin. Et aujourd'hui, on voit que grâce aussi aux outils digitaux qui sont manipulés aussi bien par les hommes que par les femmes, on peut avoir cette notion de partage et d'équilibre dans les missions. Un homme peut tout aussi bien faire le même métier qu'une femme dans ce domaine-là. Donc là, on est au terme de cet atelier. On va passer à une partie de questions-réponses. Et il ne faudrait pas avoir pitié de nos intervenants. Il faudra leur poser toutes les questions qui vous semblent importantes d'éclairer. Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? N'ayez pas peur. Allez, je vais d'abord. Alors moi je suis la responsable de secteur de Marchand-Adam à Romilly-sur-Seine, donc j'ai plus une question pour Momar. Je voulais savoir un petit peu où en était tout ce qui était les tablettes Calimobile au niveau des responsables de secteur pour arrêter le papier au niveau des visites à domicile. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a mis en place et qui est très poussé fortement dans nos deux autres secteurs d'activité. L'hôtellerie pour les gouvernants en général aujourd'hui qui font sur tablette tous ces contrôles de chambre, etc. avec Calimobile, et dans la propreté pour faire les contrôles de site. Dans le service à la personne, la différence c'est que on ne contrôle pas, le contrôle est différent. On ne contrôle pas qu'un bureau est propre ou pas propre. On ne va pas contrôler qu'un bénéficiaire est propre ou pas propre. Et du coup, l'approche est différente. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est en place, mais c'est plus sur l'approche et le référentiel qu'on travaille avec certains de nos clients. Et d'ailleurs, tu pourrais aussi venir dans ce groupe de travail nous rejoindre pour amener l'approche humaine à ça. Mais aller plus loin, aller jusqu'à, effectivement, c'est la qualité des prestations, c'est la gestion des risques professionnels, c'est l'évaluation des besoins, c'est tout ça. Mais il faut essayer de retrouver un référentiel commun et paramétrable, parce qu'on s'est rendu compte quand même que chacune des agences a des manières différentes de faire. Donc c'est plus ça la question. Donc on l'a développé très fortement sur les autres secteurs parce que c'est beaucoup plus simple. Donc la technologie est là, le savoir est là, maintenant c'est l'approche humaine et secteur sur lesquels on travaille. On pourra en reparler ensemble. Oui, je suis Marcel Bagnan, auxiliaire de vie avec Andom, tutrice. Souvent je vais sur le terrain, j'ai souvent des sorties telles que j'ai été, comment on appelle, bus en emploi à Mantes-la-Jolie. Alors très souvent quand on rencontre des candidats, des gens qui sont... Ces mêmes préoccupations reviennent. C'est-à-dire, entre les interrogations, c'est la gestion du temps. C'est peu, les gens n'arrivent pas à manger correctement, ils sont tout le temps dans leur véhicule. Alors, c'est des questions qui nous posent, qui nous reviennent très souvent en tant que directrice. Quels sont les outils que vous détenez, enfin vous possédez, pour encore motiver cette jeunesse? Elle a bien envie de s'investir dans le métier, mais le problème c'est qu'elle attend très souvent que le temps est court, on n'arrive pas et c'est un métier un peu. Donc, qu'est-ce que vous faites pour véhiculer ce message, pour motiver cette jeunesse qui veut vraiment s'impliquer mais qui hésite un peu? Merci. Vous voulez bien répondre? Merci pour la question. Effectivement, nous courons tous après le temps.
C'est vrai, par exemple, une auxiliaire de vie qui est à la toilette, entre guillemets, à 7h du matin, elle quitte un domicile pour 1 heure, elle va chez un autre domicile pour 1 heure aussi, elle continue encore 1 heure. Effectivement, le temps de déjeuner est très court. Des fois, ils sont dans le bus ou dans le train, ils sont en train de manger. Effectivement, nous réfléchissons à ce système. Et surtout dans notre agence et pour d'autres SAD, nous savons que c'est la problématique. Et on essaie au maximum, si une prestation d'aide à la toilette se situe sur la même ville ou dans le secteur, on essaie de raccourcir pour que vous ayez ce temps, même si c'est 20 minutes ou 25 minutes, que vous ayez le temps de vous poser quelque part, que ce soit dans un restaurant ou que vous ayez amené votre repas pour pouvoir le manger quelque part. Dans l'agence à Azaïe de Clichy, en fait, moi j'avais mis en place en fait, le système que la salariée, si elle n'est pas très loin du secteur, qu'elle vienne à l'agence et qu'elle réchauffe son repas, c'est un petit temps où elle peut être à l'agence et qu'elle soit posée. Effectivement, on essaie dans le temps qui va arriver, bien sûr, pour les années futures, en fait, sur le temps du repas de midi, que les salariés n'aient pas de prestations pour qu'elles puissent avoir ce temps de souffler un peu parce que c'est un métier où ils courent. Elles sont en train de faire des activités qui sont très lourdes. Des fois, elles ont des toilettes qui sont très compliquées. Surtout aussi le ménage, quand elles font 3 heures le matin de ménage et 4 après-midi, c'est très compliqué. Mais on va essayer de changer ce système-là pour que toutes les salariés puissent au moins se manger. Et nous, à petite échelle, dans le 06, on a essayé de mettre en place des missions dans les créneaux horaires du déjeuner d'aide au repas, avec accord des familles pour que l'intervenante partage son repas avec le bénéficiaire systématiquement. Ça maintient l'autonomie du bénéficiaire qui a tendance à ne plus forcément manger si on n'est pas derrière ou devant lui en l'occurrence, et ça crée un lien de qualité supplémentaire. Donc c'est vrai qu'on s'attelle à toujours avoir l'accord des bénéficiaires ou des proches, et on essaye de faire partager le repas avec l'intervenante. Il y a des échanges, il y a des intervenantes qui, sur le marché le matin, ont fait 2 courses en plus pour le bénéficiaire, et en échange, le bénéficiaire partagera son dessert avec elle. On trouve toujours un accord entre le bénéficiaire et l'intervenante, mais ça marche sur le partage. En fait, je vais vous parler d'une initiative qui est actuellement en train d'être portée à Boulogne, par la mairie de Boulogne avec la Maison de l'Emploi et la plateforme CAP 92, parce qu'on est associé à ce projet-là. Ils vont ouvrir bientôt le 11 octobre prochain une maison de repos pour les auxiliaires de vie durant leurs intermissions. Bon, ça va s'appeler Comme à la maison. Eh bien, le concept de Comme à la maison, c'est que c'est comme à la maison. On pourra réchauffer ses plats, on pourra se reposer. Il y aura un espace, il me semble, de massage, de détente, où les personnes pourront s'installer, parce qu'auparavant, elles allaient dans les centres commerciaux pour faire, pour traîner le temps de passer à une autre mission. Mais là, elles pourront se reposer, faire leur sieste. Elles pourront aussi avoir accès à leurs droits, à des permanences par rapport à une psychologue pour les écouter, à un juriste pour les conseiller, à même un écrivain public, parce qu'on sait en majorité, c'est des femmes qui n'ont pas un très grand niveau d'instruction, et aussi qui ont des démarches à faire au quotidien auprès des services de préfecture, de la mairie, etc. Donc il y aura des professionnels, il y aura même CAP 92, il y aura Stéphanie qui pourra les accueillir, les conseiller, les aiguiller par rapport à toutes leurs démarches dans les salles. On prend une dernière question. Allez-y. Bonjour à tous, donc, je suis responsable de secteur à Azaïe Hauts-de-Seine. Donc moi j'ai une question, je m'adresse aux responsables directrices d'agence. Quelles solutions selon vous, nous en tant que personnes dans la gestion de l'agence au quotidien, on pourrait apporter justement aux auxiliaires de vie afin de les remotiver, parce que c'est vrai que les conditions de travail, comme disait la dame, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, elles ont un travail où elles sont exposées à la difficulté tout le temps, en fait. Donc, quelles solutions, nous, au niveau de la gestion, on pourrait leur apporter pour les remotiver, pour revaloriser le métier et qu'elles puissent être aussi... qu'elles puissent avoir le bien-être dans leur activité. J'espère que l'idée se poursuivra, mais on le voit en ce moment, ça passe sur la responsabilisation comme on en a parlé. Il faut qu'elles aient conscience qu'elles ont un rôle à jouer et que le partage d'informations est très important. C'est elles la source d'information, donc il faut vraiment revaloriser ce côté-là en disant que leur remontée d'informations sera proactive.
Et nous essayons aujourd'hui, grâce aux outils, de faire que ces remontées d'informations soient beaucoup plus efficaces, soit dans l'instant T et non pas à la fin de la semaine quand elles ont fini leur semaine de travail, et qu'elles se sentent avec une réponse immédiate également derrière, qu'elles se sentent prises en compte. Et puis il y a le lien aussi, on parlait de lien au domicile, mais il y a aussi le lien dans les structures d'aide à la personne. Donc il faut vraiment créer un lien entre les deux niveaux. Voilà, donc là on est obligé de sortir, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous écouter, et à très bientôt dans de nouveaux projets. Merci.